Le scanner double énergie, donc le gros avantage, c'est qu'on mesure deux effets. Donc pour chaque pixel de l'image, on a une valeur photoélectrique et une valeur Compton, plutôt que d'avoir une seule valeur d'atténuation globale en unité Hounsfield. Et donc ça va nous permettre, d'un point de vue cartographique, d'obtenir des images monoénergétiques par une combinaison linéaire de cet effet Compton et de cet effet photoélectrique. Des images de perte de matériaux par changement de repère ou changement de base, on va le revoir. Et puis des images plus compliquées comme les aides effectifs et la densité électronique par analyse des valeurs d'atténuation photoélectrique et Compton mesurées. Alors si on commence par les images monoénergétiques, donc comme vient de l'expliquer Philippe, en fait, pour construire une image monoénergétique, simplement c'est une combinaison linéaire de l'effet photoélectrique, du coefficient photoélectrique et de l'effet Compton par ces fonctions photoélectriques et Compton. Donc si on affiche ça d'un point de vue pratique, on a donc ici une image à 50 kV, 70 kV, qui correspond à peu près à ce qu'on aurait obtenu en unité Hounsfield standard, et 140 kV. Bien, ce qu'on voit, c'est que quand on se met à basse énergie, donc à 50, on rehausse très fortement le signal de l'iode. C'est normal, on se rapproche de l'effet photoélectrique de l'iode, alors que ce rehaussement diminue quand on va sur les hautes énergies. Par contre, à l'inverse, vous voyez que sur les images à basse énergie, on a d'importants artefacts qui sont liés au matériel métallique ici, qui diminuent très nettement en haute énergie. Et finalement, on retrouve ce qu'on connaissait en physique habituelle des rayons X, c'est-à-dire que pour avoir du bon contraste, il faut se mettre à bas kiloélectronvolts, et pour réduire les artefacts de durcissement, il faut se mettre plutôt à haut kiloélectronvolts. Alors cet aspect, on va l'utiliser tout le temps et l'exploiter beaucoup, ces images monoénergétiques, notamment pour ce qui concerne donc cet effet de rehaussement d'iode, cet effet iodine boost qu'on retrouve donc à bas kiloélectronvolts, qui va nous permettre de mieux voir les vaisseaux, de mieux détecter les tumeurs qui prennent le contraste. Et puis finalement, comme on voit mieux l'iode, on a besoin d'en injecter moins. Et on obtient au final une possibilité de réduction de la dose de produit de contraste injecté qui peut être très importante, et les publications varient un petit peu, mais globalement, on arrive à peu près toujours quelque chose de l'ordre de 50% de réduction de la quantité d'iode, ce qui évidemment est extrêmement important chez les patients, notamment les patients insuffisants rénaux. Et puis à l'inverse, quand on va s'intéresser aux images qui sont à haut kiloélectronvolts, eh bien on va réduire, donc comme on vient de le voir, le beam hardening et le durcissement du faisceau, ce qui va être intéressant pour analyser les calcifications, les artefacts métalliques, et puis également ce qui se passe au niveau des steintes. Mais finalement, ce qui est intéressant quand on interprète, c'est de faire varier en permanence les kiloélectronvolts. Ça fait un peu comme une fenêtrage supplémentaire, on va dire, qui nous permet de nous adapter à la structure analysée. Alors si on regarde ça, je vous montre quelques exemples. Donc ici, c'est l'imagerie de carotide qui est faite avec seulement 30 cc de produit de contraste. Donc vous voyez ce qu'on obtient en scanner conventionnel. Et là, ce qu'on obtient simplement quand on fait une reconstruction à bas kiloélectronvolts, donc 50 dans cet exemple, vous voyez qu'on récupère complètement le signal à l'intérieur de la lumière. Et puis également, on peut analyser ici cette plaque qui était non sténosante, mais on voit évidemment beaucoup mieux à bas kiloélectronvolts. De la même façon, sur cette image des membres inférieurs, où le bolus de contraste n'était pas optimal en raison des lésions athéromateuses qui sont présentes chez le patient, vous voyez qu'en conventionnel, donc sur cette image MIP, à 50 kV, on voit les vaisseaux, mais on a quand même quelques zones qui sont d'analyse difficile. Et vous voyez, quand on passe à 50 kV, tout de suite, on a un bien meilleur rapport signal sur bruit, comme le soulignait Philippe dans sa présentation précédente. Ici, c'est également ce qu'on peut voir au niveau d'une prise de contraste tumorale. Donc, vous voyez, sur ce scanner conventionnel, on devine qu'il y a quelque chose. Évidemment, en serrant les fenêtres, ça serait un peu mieux, mais enfin, ça reste quand même peu contrasté. Eh bien, dès qu'on se met à 50 kV, on voit tout de suite apparaître la lésion. Et donc, ça, en termes de détection tumorale, ça peut évidemment être extrêmement intéressant. Pour ce qui est des steintes et des calcifications, donc là c'est le contraire, on va s'intéresser donc à la partie haute du spectre, au haut kiloélectronvolts. Donc vous avez ici chez ce patient qui avait un stent complexe de l'aorte abdominale avec un stent également sur le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Vous voyez que quand on passe à haut kiloélectronvolts, eh bien on réduit beaucoup les artefacts de blooming, on voit mieux les mailles du stent. Mais le prix à payer pour ça, c'est que évidemment, comme on est à haut kiloélectronvolts, on voit moins bien l'iode également. Donc en fait, il faut vraiment combiner ces deux images quand on interprète pour à haut kiloélectronvolts bien voir les mailles du stent et à bas kiloélectronvolts plutôt s'intéresser à l'iode. Et c'est la même chose quand on analyse une sténose carotidienne. Je vous invite à regarder donc les images qui sont les images axiales qui sont en dessous. Vous voyez que quand on est en conventionnel, donc en unité Hounsfield, versus quand on est à 110 kV, vous voyez qu'on diminue beaucoup l'effet de blooming de la calcification. On apprécie un peu moins bien la lumière parce que évidemment on est à haut kiloélectronvolts. Mais en combinant les deux images, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe au niveau de la plaque et on réduit notamment cet effet de blooming sur la lumière, ce qui permet de mesurer avec plus de précision les sténoses.
Quand on s'intéresse également au matériel prothétique, donc on a intérêt à regarder ce qui se passe à haut kiloélectronvolt. Donc vous avez ici donc en haut l'imagerie à 140 kiloélectronvolts, en bas l'imagerie en scanner conventionnel. Vous voyez que si on commence par regarder la première image en bas, on a donc d'importants effets de blooming au niveau de cette prothèse. Vous voyez, quand on passe à 140 kiloélectronvolts, on diminue fortement cet effet de blooming. On peut mieux analyser ce qui se passe autour de la prothèse, sachant toutefois que ce n'est pas parfait, puisque vous voyez cette zone noire, évidemment, quand il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de rayon. Donc c'est là qu'on bénéficie du rajout d'algorithmes de reconstruction spécifiques, comme l'algorithme OMAR, par exemple. Et vous voyez que si on applique OMAR au niveau de l'imagerie conventionnelle, eh bien, on récupère déjà énormément d'artefacts. Mais si on applique OMAR sur l'imagerie à 140 keV, on récupère ces artefacts et en plus, on a une meilleure visualisation des tissus autour de la prothèse. Voilà, donc ça, c'était pour cette partie utilisation des images monoénergétiques. Donc maintenant, si on s'intéresse d'un peu plus près aux images de paires de matériaux, qui sont un vrai, réel, important apport de cette imagerie spectrale, avec, comme vous l'a présenté Philippe, donc les imageries de paires de matériaux. On utilise beaucoup la paire iode-O, et vous voyez que donc on obtient un jeu de deux images. À chaque fois, on est obligé de travailler par paire. Et vous voyez qu'ici, sur la paire d'iode, eh bien, on retrouve toutes les structures qui ont de l'iode se projettent dessus, mais ne se projettent pas sur la cartographie d'eau. Alors que sur la cartographie d'eau, c'est le contraire. Tout ce qui a de l'eau est présent sur cette cartographie et tout ce qui a de l'iode en est absent. Ce qui fait que finalement, ça revient, entre guillemets, à avoir enlevé l'iode de cette cartographie d'eau, donc d'obtenir une image virtuellement sans contraste, l'image qu'on aurait, à peu près l'image qu'on aurait obtenue si on n'avait pas injecté d'iode. Par contre, comme vous le disiez Philippe, les matériaux qui ne sont ni de l'eau ni de l'iode vont se projeter sur les deux cartes, et vous voyez que c'est pour ça qu'on retrouve le calcium à la fois sur l'imagerie d'iode et à la fois sur l'imagerie d'eau. Alors si on veut peut-être juste regarder un petit peu plus de plus près comment marchent ces cartes, juste pour comprendre ce qui est possible et pas de faire avec. Donc Philippe vous a présenté la réalisation algébrique de ces cartes. Donc typiquement, on détermine une image à basse énergie, une image à haute énergie. Donc ça, on sait le faire avec l'effet Compton et l'effet photoélectrique. Et donc dans cette transformation algébrique, finalement, on va simplement considérer que notre atténuation à basse énergie et à haute énergie, c'est une combinaison de la concentration en iode et la concentration en eau d'un matériel équivalent par leur atténuation respective. Alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre de façon algébrique, c'est presque plus simple quand on le regarde de façon plutôt géométrique, où finalement on va se servir de ces images monoénergétiques à basse énergie et à haute énergie pour faire cette recombinaison. Alors pour ça, comment on s'y prend? Eh bien, on trace un repère comme celui-là, avec dans l'axe des X les images à haute énergie, 100 kV ici, et dans l'axe des Y les images à basse énergie, 50 kV ici. Ensuite, on connaît l'atténuation à 100 kV et à 50 kV de l'eau. Donc, on va pouvoir placer le point d'atténuation de l'eau qui est ici. Donc, il y a cette valeur-là à 100 kV et cette valeur-là à 50 kV. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne entre ce point, qui est l'atténuation de l'eau pure, et la valeur 0. On va faire la même chose pour l'iode. On a la valeur de l'iode, on va pouvoir tracer également cette ligne. Et là, maintenant, on se retrouve avec une ligne d'eau et une ligne d'iode. Et pour chaque pixel de l'image, prenons un pixel ici par exemple, on va mesurer sur une image monoénergétique à haut kiloélectronvolt son atténuation. On va faire la même chose à 50 kiloélectronvolts. Et pour connaître sa valeur d'iode et d'eau, eh bien on va simplement le projeter sur ces axes de cette façon-là. Ce qui fait que pour ce point-là, eh bien, on pourra afficher sur la cartographie d'iode cette valeur-là qui va correspondre à sa valeur d'iode et cette valeur-là qui va correspondre à sa valeur d'eau. Et on peut faire ça, bien entendu, pour tous les pixels de l'image, ce qui fait qu'on aura pour chaque pixel de l'image une paire de valeurs eau et iode ici, par exemple. Alors, si on reprend maintenant notre point qui est là, et qu'on se dit non, on ne va pas faire une cartographie au iode, mais on va faire par exemple une cartographie au calcium. Eh bien, c'est simple, il suffit d'afficher cette fois-ci non pas la ligne de l'iode, mais la ligne du calcium, qui est ici. Et puis de la même façon, on fait cette projection et on trouve une valeur sur la cartographie d'eau et une valeur sur la cartographie de calcium. Voilà, donc ça, c'est extrêmement pratique et c'est ce qui nous permet en fait de passer de ce monde de deux énergies à ce monde de deux matériaux. Alors évidemment, c'est possible pour beaucoup de matériaux, mais pas pour tout. C'est-à-dire que si le matériau ici, on a choisi l'iode ou le calcium, est trop proche de l'eau, par exemple si on prend les protéines, on obtient un axe qui est comme ça. Et à ce moment-là, la projection qu'on veut faire est complètement incohérente. Donc on peut faire des paires de n'importe quel matériau, entre guillemets, mais pour avoir quelque chose de cohérent, il faut que ces matériaux soient suffisamment séparés les uns des autres, en pratique qu'ils aient des Z effectifs suffisamment loin les uns des autres. Voilà, donc ça c'était pour cet aspect de paire de matériaux. Pour les Z effectifs et la densité électronique, les choses sont
un tout petit peu plus complexe d'un point de vue mathématique et d'explication. Ce qu'il faut retenir, comme vous l'a dit Philippe, c'est que là, on fait l'imagerie du Z, du Z qu'aurait le matériel qui donnerait l'atténuation spécifique. Donc, vous voyez que quand on voit ça, ces cartographies, quand on les voit en noir et blanc, elles sont un petit peu dures à lire. C'est pour ça qu'elles sont le plus souvent proposées en couleur pour le Z effectif. Et pour la densité électronique, vous voyez que ça ressemble un peu à de l'imagerie de l'eau, un peu de l'imagerie sans contraste. En fait, ça reflète donc la quantité d'électrons autour dans les éléments mesurés. On ne va pas rentrer du tout dans les détails, mais comme vous l'a expliqué Philippe, ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'une image monoénergétique, c'est un mix de cette densité électronique et du Z effectif mesuré, ce qui permet en fait, avec différentes recombinaisons mathématiques, un algorithme d'optimisation, de sortir à partir de ces images monoénergétiques ces valeurs de densité électronique et de Z effectif. Voilà, alors comment on s'en sert de tout ça? Alors une paire qui nous sert tout le temps, c'est la paire iode-O, qui nous permet donc d'une part d'avoir de l'imagerie virtuellement sans contraste, c'est le côté O de cette paire-là. Donc ça va nous permettre de diminuer l'irradiation, puisqu'on peut avoir, même à partir du scanner injecté, une imagerie sans contraste, c'est moins utile de réaliser une imagerie vraiment sans contraste, donc on peut se passer des passages sans injection. Ça va être également extrêmement utile en pratique clinique, je vais vous en montrer un exemple, pour gérer les incidentalomes. Et puis à l'inverse, sur l'imagerie diode, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à détecter les défauts de perfusion dans l'embolie pulmonaire, dans l'ischémie. Là encore, les cartographies Z effectives vont aider à cette imagerie-là. On va pouvoir quantifier les prises de contraste et puis également quelque chose qui est très utile, c'est différencier saignement et prise de contraste. Et puis évidemment, on peut se servir des autres paires. La paire calcium-O, je vous en montrerai un exemple, est particulièrement utile pour l'œdème osseux. On y réfléchit aussi pour les calcifications vasculaires. L'acide urique calcium, ça c'était un petit peu la paire phare pour démontrer l'utilité de la double énergie, donc pour les calculs rénaux. Puis la densité électronique, comme vous l'a dit Philippe Coulon, est utile pour le planning en radiothérapie, voire pour la séparation des matériaux à basse densité. Alors voilà, je vous montre juste un exemple d'embolie pulmonaire. Donc en haut, vous avez l'imagerie conventionnelle. En bas, vous avez l'imagerie à 40 kV et à 140 kV. Donc, on voit qu'à 40 kV, on récupère vraiment du signal de l'iode, ce qui est particulièrement utile quand l'embolie pulmonaire est entre guillemets un petit peu ratée, un petit peu pâle au niveau des vaisseaux. Et puis, si on regarde ce qui se passe au niveau de la paire iode-O, ici, et au niveau du Z effectif, on voit que sur la paire iode-O, quand on regarde l'iode, eh bien, on s'aperçoit qu'on voit les défects de produits de contraste ici, dans les territoires qui ont été embolisés. Vous voyez, on voit très bien ce territoire ici triangulaire qui ne reçoit plus d'iode. Et on retrouve exactement le même aspect au niveau des cartographies Z effectives. Vous voyez, ces zones qui sont hypoperfusées qui apparaissent ici et ces zones normoperfusées qui apparaissent là. Pour la gestion des incidentalomes, c'est extrêmement utile, comme je disais. Donc, par exemple, un incidentalome rénal, c'est un cas très fréquent. Hein. On fait un scanner pour autre chose sur un temps portal et on tombe sur cette lésion au niveau du rein qui a 75 unités Hounsfield, donc un peu compliqué de savoir quoi en faire. Eh bien, simplement, si on reconstruit ces différentes cartographies, donc on a ici l'image conventionnelle, ici l'image d'effectif, et là la paire iode-O, donc ici l'iode et ici l'eau. Et maintenant, si on prend une ROI sur ces éléments, vous voyez qu'on retrouve nos 75 unités Hounsfield au niveau de la lésion en unités Hounsfield. Maintenant, sur l'imagerie conventionnelle. Maintenant, si on regarde au niveau de l'iode, on voit qu'on n'a absolument pas de prise de contraste. On a 0 ici au niveau de l'iode. Si on regarde sur l'image virtuellement sans contraste, on voit qu'on a une zone qui était hyper dense et également sur l'image Z effectif. Et en fait, ce kyste a été confirmé comme étant un kyste hémorragique. Un autre élément qui est intéressant, c'est pour les extravasations. Donc là, c'est un scanner qui malheureusement avait été fait directement avec injection, sur lequel on tombe sur cet hématome ici au niveau pelvien et sur cette image ici en hypersignal, hyper dense, en scanner conventionnel. Et si on la regarde sur l'image virtuellement sans contraste et sur l'imagerie diode, vous voyez qu'on retrouve cette image au niveau de l'imagerie diode. Par contre, on ne la retrouve pas sur l'imagerie virtuellement sans contraste. Donc cette image, c'est de l'iode. Et donc, on a pu affirmer l'existence d'une extravasation d'un saignement actif au niveau de cet hématome. En neuroradiologie, les applications sont également intéressantes pour séparer l'iode et puis le saignement. Donc, vous voyez ici deux cas différents de patients. Donc, sur la première colonne, on a l'imagerie conventionnelle avec donc un aspect hyperdense ici au niveau frontal et ici à proximité des ventricules latérales droits. Si on regarde maintenant pour le premier cas sur la cartographie virtuellement sans contraste et sur l'imagerie diode, on retrouve notre lésion virtuellement sans contraste, on ne retrouve pas notre lésion sur la cartographie diode, donc ça correspond à une hémorragie. Alors dans le deuxième cas, on ne retrouve pas l'hypersignal sur l'imagerie virtuellement sans contraste, on le retrouve sur la cartographie diode, donc ça correspond en fait à une prise de contraste résiduelle, c'est ce patient qui avait été thrombectomisé.
On peut également s'en servir pour d'autres aspects. Ça, c'est un papier qui était assez intéressant, donc qui montrait ce cas de ce patient qui avait eu un AVC récent. Donc sur l'imagerie vraiment sans injection, on voit pas grand-chose comme d'habitude. On a quand même un certain effacement des sillons ici. Et si on regarde sur l'imagerie virtuellement sans contraste après injection, vous voyez qu'on potentialise mieux la visualisation de cette lésion d'œdème qui était par ailleurs confirmée sur l'IRM. Donc ça peut être un aspect intéressant. Et comme disait Philippe Coulon, il faut savoir s'en méfier. Ça, c'est une autre publication qui montrait donc un scanner vraiment sans injection versus une image virtuellement sans contraste après injection. Vous voyez que sur l'image virtuellement sans contraste, c'est quand même pas tout à fait le sans injection et on sous-estime quand même l'importance de la lésion hémorragique ici. Voilà, donc concernant les autres paires, donc la paire acide urique haut, donc qui va nous permettre de supprimer le calcium. Donc vous voyez ici, donc on a chez ce patient en imagerie conventionnelle, on a les deux, c'est acide urique calcium. En imagerie conventionnelle, on a donc ces deux lithiases ici qui ont la même densité. Si on applique donc l'algorithme dont vous a parlé Philippe Coulon, vous voyez qu'on arrive à supprimer l'acide urique, donc à localiser en fait quelle est la lithiase qui est en acide urique et quelle est celle qui ne l'est pas. Les paires calcium-eau sont également intéressants au niveau ostéo-articulaire. Vous avez donc ici une image en scanner conventionnel, donc sur laquelle évidemment on voit pas grand-chose ici en coupe sagittale et pas grand-chose ici en coupe axiale. Et bien si on regarde ce qui se passe sur la paire calcium-eau et on regarde l'eau au niveau de cette paire, et bien vous voyez qu'on détecte ici cet œdème intraosseux qu'on détecte également ici très bien et qu'on retrouvait dans cet exemple qui m'a été fourni en IRM. Alors, l'avantage de ces paires, c'est qu'on peut jouer à faire plein de choses. Par exemple, ça, c'est un travail qu'on a réalisé récemment, où l'idée, c'était de faire une paire, non pas entre l'eau et l'iode, mais faire une paire entre l'eau et un matériel mixte qu'on mesurait directement au niveau de la lumière aortique. Donc on mettait simplement une roye ici au niveau de la lumière aortique, donc on a un mixte d'iode et de sang, et on faisait une paire entre cette valeur et l'eau. Et c'est ce qu'on a appelé ici le dark blood. Et vous voyez un des exemples d'application de cette méthode. Vous avez ici l'image vraiment sans contraste de l'aorte. Ici, vous avez l'image après injection de produits de contraste. Et là, vous avez la cartographie d'eau de cette paire entre la densité à l'intérieur, le matériel à l'intérieur de l'aorte et l'eau. Et vous voyez qu'on supprime complètement l'intérieur de l'aorte ici et on n'a plus que la visualisation de la paroi. Donc ici, on voit une paroi normale. Et dans ce deuxième cas, chez un patient qui présentait une douleur thoracique aiguë, vous voyez que sur le scanner, vraiment sans injection, c'est un petit peu dur de dire. Après injection, on voit bien qu'il se passe quelque chose autour de l'aorte. Et quand on applique la technique de black blood, vous voyez qu'on met en évidence cet hématome cet hématome de l'aorte de façon beaucoup plus claire. Donc en pratique, le scanner double énergie il apporte une dimension spectrale au scanner avec de nombreuses applications dans tous les champs de l'imagerie. Donc les images monoénergétiques sont très utiles pour rehausser les structures vasculaires et les structures tumorales, baisser la dose de produits de contraste injectés aux patients. Les cartographies d'iode et les images virtuellement sans contraste, on s'en sert tout le temps pour analyser la perfusion des organes avec un gros intérêt pour différencier saignement et prise de contraste, entre autres applications. Et puis en fait, ça ouvre tout ça la voie à un large champ de cartographie possible, calcium, acide urique, hydroxyapatite, avec aussi la possibilité de créer de nouveaux types de contrastes qu'on appelle IRM-like, comme l'imagerie dark blood. Voilà, je vous remercie.